Merci pour votre curiosité, celle qui vous pousse à nous choisir tous les matins pour vous informer. Ensemble, ouvrons une fenêtre sur l'actualité pendant qu'il est 7 heures dans la ville des Trois-Caïmans. Le journal. Moussa Papa Aïdara. Bonjour le monde, au sommaire, 10 milliards de francs CFA pour doter des milliers de jeunes de compétences nécessaires afin d'accéder au marché de l'emploi, cela à travers le projet dénommé Chifin Italien de l'USAID. Ce 9 décembre est dédié à la Journée internationale de lutte contre la corruption, un combat dont il faut forcément impliquer la jeunesse pour former l'intégrité de demain, selon l'idée de la thématique de cette édition 2024. À suivre dans le grand format de cette édition, la face cachée des examens inclusifs. Au Mali, la correction des copies des non-voyants pendant les examens et concours repose sur un processus particulier associant transcription en braille et l'expertise des correcteurs spécialisés. Découvrez comment ce mécanisme garantit une évaluation équitable pour tous dans quelques minutes. Et sur le continent, au Ghana, John Mahama remporte la présidentielle. Le candidat du parti au pouvoir reconnaît sa défaite, précisant qu'il avait appelé son adversaire John Mahama pour le féliciter. L'annonce a été faite avant la publication officielle des résultats par la commission électorale. Et puis le sport, deuxième journée des groupes des compétitions africaines des clubs. Hier, le Djoliba AC a été tenu en échec par un score nul 0-0 par Pyramide FC d'Égypte. Pendant ce temps, en Coupe de la Confédération, le stade malien Bamako en déplacement en Angola a décroché un but partout le club Deportivo Lundasul. Mesdames, Messieurs, rebonjour et bienvenue à cette édition. L'USAID Mali lance un projet dénommé Chifin Italien qui vise 20 000 jeunes. Il concerne 2 régions en plus du district de Bamako. Ce projet doit doter des milliers de jeunes de compétences nécessaires pour accéder au marché de l'emploi. Ce nouveau programme est financé par les États-Unis à plus de 10 milliards de francs CFA. Soumaou Aïdara. Ce nouveau projet des États-Unis intitulé Chifin Italien, qui veut dire entre autres l'évolution des jeunes, prend donc corps à Bamako. L'USAID Mali souhaite renforcer les compétences de 20 000 jeunes âgés de 15 à 29 ans pour leur permettre de réussir dans leur vie professionnelle. Aminata Sissoko, représentante des jeunes. Les jeunes aspirent à des opportunités concrètes, entre autres un emploi stable, des formations qualifiantes et des espaces qui leur offrent de meilleures opportunités pour se construire. Ce projet Chifin Italien est un projet pour les jeunes, par les jeunes et avec les jeunes. Le projet Chifin Italien est financé à hauteur de 25 millions de dollars, soit plus de 15 milliards de francs CFA. Sa durée est de 5 ans. Cheikh Diabaté, chef du projet Chifin Italien. Porter un soutien de connaissances fondamentales aux jeunes âgés de 15 à 29 ans afin qu'ils puissent être des citoyens bien éduqués, afin qu'ils puissent être orientés pour être des citoyens responsables au sein de leur communauté. Arachina Korohenen, ambassadeur des États-Unis au Mali. Les jeunes du Mali représentent plus de 60% de la population, mais ils font face à des défis majeurs. L'avenir du Mali dépend du potentiel de ces jeunes. Le programme Chifin Italien soutiendra jusqu'à 20 000 jeunes, y compris ceux en situation de handicap, dans les régions de Ségou, Mopti et Bamako. L'employabilité des jeunes fait partie des priorités de l'État. C'est pourquoi ce projet vient à point nommé, selon le ministre chargé de la jeunesse, Abdul Kassim Ibrahim Fomba. Au niveau de l'État, nous n'avons pas tous les moyens qu'il faut pour pouvoir aider notre jeunesse. Nous avons besoin que les partenaires nous accompagnent dans la vision que nous avons. Notre vision aujourd'hui, c'est de nous aider à ne pas rendre notre jeunesse paresseuse. Les jeunes ont des difficultés au niveau de l'emploi, au niveau de l'éducation, au niveau de leur prise en charge. Il ne s'agit pas de venir et de profiter d'un financement, de voir, bâtir sur ses acquis et évoluer là-dessus. Le résultat attendu pour ces 5 ans est de voir ces 20 000 jeunes disposés, entre autres, de compétences professionnelles, entrepreneuriales, pour pouvoir se construire un meilleur avenir en termes d'employabilité.
Un meilleur avenir passe aussi par la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, 9 décembre est la journée dédiée à cela. Le Mali, à l'instar des autres pays du monde, la célèbre autour du thème « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain ». Le choix du thème se justifie par la place de la jeunesse qui représente, selon les chiffres récents, 60% de la population malienne. Une semaine pour informer, sensibiliser l'opinion publique sur les actions entreprises dans le cadre de la lutte contre la corruption en vue de restaurer le climat de confiance entre pouvoir public et citoyens. La synthèse du message du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, avec Garibou Pérou. Loin d'une fatalité, pourtant la corruption résiste à la force du mouvement social. Elle constitue aujourd'hui un obstacle au développement socio-économique, à la paix et à la sécurité nationale. Pour lutter contre ces phénomènes, il faut donc impérativement impliquer la jeunesse qui représente plus de la moitié de la population. Mamoudou Kassogé, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Il me plaît de souligner que le gouvernement de la transition, sous les orientations éclairées du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, a pris la juste mesure du fléau de la corruption et de la délinquance économique et financière. Il en a fait une priorité clairement visible dans les différents documents de programmation de l'action gouvernementale. Cette année, la thématique principale retenue s'intitule « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain ». Le gouvernement place la lutte contre la corruption en priorité. Il revient aux jeunes de dire non à la corruption dans leurs relations quotidiennes. Les jeunes se trouvent souvent en première ligne sur le front de la corruption. Il arrive qu'ils soient obligés de payer indûment pour aller en classe, passer un examen ou obtenir un emploi. L'option de se battre dans la vie semble la meilleure éducation pour le garde des Sceaux si l'on veut gagner la guerre contre la corruption. Engager les jeunes à dire non à la corruption, aujourd'hui et dans l'avenir, est l'un des moyens les plus efficaces de s'assurer d'un futur où la corruption n'aura pas droit de citer. Pour faire face à la corruption, notre pays dispose d'un cadre juridique et institutionnel adéquat. Mamoudou Kassogé, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Il convient d'ores et déjà de se réjouir de l'action de la justice dans la lutte implacable contre cette couleuvre. Si l'on examine les bilans de la dernière session de la Cour d'assises de Bamako consacrée aux affaires de corruption et de délinquance économique et financière. En effet, les condamnations pécuniaires prononcées au cours de cette session ont atteint 11 milliards 500 millions de francs CFA. Les cautions s'élèvent à 15 milliards 372 millions 827 410 francs CFA, dont 15 milliards 109 millions 727 410 francs CFA au compte des atteintes aux biens publics. Une obligation pour toute nation qui aspire au développement car la corruption ronge seule des milliards dans l'économie nationale. AES, actualité. À l'Institut des sciences de société du Burkina Faso a eu lieu la 6e édition des journées scientifiques. Cet événement a regroupé des chercheurs et étudiants autour du thème « Société, crise et mutation », un sujet d'actualité au regard des crises sécuritaires et humanitaires qui secouent le Sahel et le pays des hommes intègres. La correspondance de Awa Ouedraogo de Radio Burkina. Les crises ne sont pas seulement des événements perturbateurs, mais des catalyseurs de mutations profondes dans nos sociétés. Il est donc important de comprendre comment elles influencent nos comportements. Les différentes conférences à ces journées scientifiques permettront d'explorer cette problématique. Elles sont placées sous le signe d'un engagement commun pour la paix et le développement, selon la directrice de l'Institut des sciences des sociétés, Dr Awa Carole Bambara, dont l'institution a pour mission de produire et de diffuser des connaissances sociales et humaines afin d'orienter les décisions. De ce fait, la recherche a un devoir impérieux de s'intéresser à la dynamique sociale et de contribuer au développement social, d'où des questionnements scientifiques sur les crises et les mutations sociales pour des pistes de solutions, renchérit le délégué général du CNRST, Emmanuel Nanuma. Plus de 60 communications vont meubler ces journées scientifiques et la conférence inaugurale porte sur la recherche en temps de crise.
Toujours au Burkina Faso, 24 heures seulement après la nomination de Ritalmba Jean-Emmanuel Ouedraogo au poste de Premier ministre, la composition du nouveau gouvernement burkinabé a été publiée hier dimanche. Fort de 24 membres, il est marqué par l'arrivée de plusieurs nouvelles personnalités à des ministères clés, mais aussi par le départ de l'ancien syndicaliste Basselman Bazié et du général de brigade Kassoum Koulibaly. Au Niger, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, à Gourti, dans la région de Difa, Ali Mahaman Lamine Zeyn, a présidé l'ouverture des travaux du Forum sur la paix, la sécurité et la coopération énergétique, une rencontre qui vise à créer un esprit de cohésion au sein des différentes communautés. Plusieurs leaders communautaires ont pris part à cette rencontre. Compte rendu, Aliou Ibrahim de la radio du Niger. Ce forum de Ngourti, qui réunit autour du Premier ministre tous les acteurs et leaders communautaires, intervenait dans la promotion de la paix, la sécurité et la coopération énergétique, se veut un cadre d'échange et de réflexion pour renforcer davantage le Niger dans plusieurs domaines. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, est porteur d'un message ferme de paix du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdraman Chani. Pour parler de paix, pour maintenir la paix dans votre zone et votre détermination sans faille à côté de vos frères nigériens dans notre noble et exaltante lutte pour la conquête de la souveraineté de notre cher et unique pays. Aussi, je rends hommage bien mérité à la jeunesse et malgré l'austérité de l'environnement physique, a toujours cru aux possibilités endogènes pour son épanouissement. Placé au cœur des priorités présidentielles, la paix au Niger sur le Premier ministre est un leitmotiv. Ainsi, le choix porté sur Ngourti n'est pas fortuit. Terre de pétrole et d'espoir pour notre pays. L'exploitation des ressources pétrolières dans vos terroirs donne ainsi raison à cette forte conviction de la jeunesse. Le CNSP et le gouvernement savent qu'il y a encore quelques réglages à faire pour que vous jouissiez pleinement de cette manne. Il n'y aura plus au Niger d'un autre Arlit où l'exploitation de l'uranium n'a profité quasiment à l'extérieur à des sociétés étrangères qui ne sont en réalité que la même face de la même médaille. Inch'Allah, ça sera un grand bonheur du peuple nigérien et des peuples de la Confédération de l'AES. 7h12, actualité sur le continent en marge de sa visite officielle au Qatar à l'occasion de la 22e édition du Forum de Doha. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a rencontré son opposant Karim Wade hier dimanche. L'entrevue était placée sous les signes de l'ouverture malgré quelques désaccords entre les deux hommes. La présidence sénégalaise précise par ailleurs que Bassirou Diomaye Faye a rencontré Karim en tant qu'ancien ministre, non en sa qualité de secrétaire général adjoint du Parti démocratique sénégalais PDS. La réunion était donc plus pragmatique que politique, ce qui laisse entendre que la révision du procès de Karim Wade n'a pas été à l'ordre du jour. Je vous l'annonçais dans les titres. Au Ghana, le vice-président du Ghana et candidat du parti au pouvoir à la présidence, Mahamadou Bawumia, a reconnu hier sa défaite face à l'ancien président John Dramani Mahama lors des élections présidentielles et législatives organisées la veille. John Mahama remporte donc la présidentielle. Mahamadou Bawumia précise qu'il avait appelé son adversaire pour le féliciter. L'annonce a été faite même avant la publication officielle des résultats par la commission électorale. Le peuple ghanéen s'est exprimé, il a voté pour le changement et nous le respectons en toute humilité, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. En République démocratique du Congo, les combats ont repris samedi et dimanche à Saké, une localité située à une trentaine de kilomètres de Goma. Goma, l'une des principales villes de l'Est de la République démocratique du Congo. Des affrontements y ont opposé les troupes gouvernementales à des combattants du M23, un groupe rebelle soutenu par certains pays. Une reprise des hostilités qui intervient après 2 semaines, un relatif retour au calme dans la région. Hors du continent à présent, les Syriens célèbrent la chute de Bachar el-Assad. Des manifestations favorables à la rébellion syrienne ont éclaté dans plusieurs parties d'Europe, comme ailleurs dans le monde. Malgré les incertitudes planant sur l'avenir, l'heure est à la joie parmi tous ces gens qui désespéraient vivre un jour la chute du régime Assad, alors que le président déchu a fui Damas pour se réfugier en Russie. Le chef islamiste de Hayat Tahrir al-Sham, à la tête de la coalition des rebelles islamistes qui a chassé Bachar,
du pouvoir en moins de 15 jours, a longtemps frayé avec Al-Qaïda. Depuis, il a rompu ses liens avec le groupe terroriste et montre un visage plus modéré en promettant une transition en douceur à la Syrie, une mue surprenante qui interroge sur ses motivations réelles. Faisons à présent un tour à Riyad à l'occasion de la COP16 sur la désertification. Les directeurs généraux des eaux et forêts du Burkina, du Niger et du Mali, membres des États du Sahel, ont pris un engagement historique. Ils ont convenu des principes communs pour une gestion durable des eaux et des forêts dans leurs pays respectifs, marquant un tournant décisif dans la coopération régionale en matière de préservation environnementale. Envoyés spéciaux à Riyad, à Guibo Koulibaly et à Boukoné. En marge des travaux de la COP16, les 3 directeurs généraux des eaux et forêts des pays de l'AES ont saisi l'opportunité pour discuter des défis communs liés à la dégradation des forêts et à la préservation de certaines espèces animales. Ces pays sahéliens, tous confrontés à des crises environnementales et climatiques aiguës, ont reconnu la nécessité d'une action collective pour inverser la tendance. Colonel Kaboré Barnabé, directeur général des eaux et forêts du Burkina Faso, chef de corps. Au niveau des eaux et forêts, il est important naturellement que nous puissions échanger et voir quelles sont les pistes de collaboration, quelles sont les pistes de partenariat dans le cadre donc de la gestion durable des ressources forestières. Lors de cette rencontre, plusieurs axes stratégiques ont été abordés. Yacouba Seibou, directeur général des eaux et forêts du Niger, chef de corps. Pour voir comment au cours de cette COP déjà, nous pouvions mener nos voix pour parler d'une seule voix dans les négociations. La chef de file des directeurs généraux des eaux et forêts de l'espace AES a souligné qu'il faut harmoniser les approches et faire des échanges entre les institutions une priorité, car leurs écosystèmes sont interconnectés. Inspectrice générale Kanouté Fatoumata Kone, directrice générale des eaux et forêts. Dans le cadre de l'AES, les chefs d'État ont donné des orientations aux ministres. Les ministres aussi ont donné des orientations aux différents techniciens. Nos 3 pays traversent les mêmes difficultés. Sur le plan environnemental, on constate dans les 3 pays l'impact du changement climatique, la désertification, la sécheresse, la perte de biodiversité. C'est bon qu'on harmonise les idées pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Ce rapprochement traduit une prise de conscience collective face à l'urgence environnementale. En adoptant une vision commune pour leurs eaux et forêts, les 3 pays jettent les bases d'une coopération durable. Ces principes ont été validés comme une feuille de route que chaque pays devrait mettre en œuvre dès leur retour. Riyad, Agibou Koulibaly et Abou Kone pour l'ORTM. On en vient au grand format de cette édition. Faisons une immersion dans l'univers des non-voyants. Ils participent au même titre que les autres aux différents concours et examens pour obtenir leur diplôme ou un emploi. Mais la question qui taraude les esprits est de savoir comment les copies des non-voyants sont-elles corrigées au Mali. Cela révèle d'un dispositif précis et solidaire impliquant transcripteurs, correcteurs et outils spécialisés pour garantir l'équité. Les explications de Doranchi Diakité. Mamadou Diawara est un jeune étudiant non-voyant. Dans le cadre de ses études, il écoute attentivement un roman vocal à travers son téléphone. Détenteur d'une licence en relations internationales, il écrit en braille comme tous les autres élèves et étudiants handicapés visuels. L'écriture braille, c'est un système d'écriture tactile destiné aux personnes aveugles ou malvoyantes. Cette écriture-là, c'est des pointillés. On écrit ça à la main ainsi qu'à la machine. Les examens sont des moments où tous les apprenants, sans exception, sont soumis à une évaluation. Malheureusement, pendant ces évaluations, certains sujets des candidats non-voyants viennent en retard faute de transcription. Souvent, pour parer à l'urgence, les sujets courts sont dictés aux handicapés visuels dans les universités, tout comme pendant les concours. Seydou Traoré, étudiant en droit public licence 1, en témoigne. Il y a toujours ce problème car les sujets viennent dans des enveloppes courtes
collé qu'il faut forcément donc l'amener sur le transcripteur. Il va le mettre en braille pour nous les déficients visuels et ça prend réellement du temps. Tout ça les jours J de l'évaluation. Mamadou Diawara est étudiant. Et après avoir été évalué, les copies sont apportées à l'UGA pour la transcription. Le jour de l'examen, une équipe de l'Institut national des aveugles est désignée pour faire la transcription des sujets. Son président, Abdoulaye Samaké. Au baccalauréat, par exemple, c'est à partir de 8 heures précises que le président du centre choisit un de ses adjoints et 2 policiers ou 2 gendarmes et remet un sujet de l'épreuve concernée à son adjoint, ordonne que ceux-ci se rendent dans la cour de l'UMAV pour la transcription du dit sujet, c'est-à-dire du noir en braille. Cette transcription dure souvent 2 heures ou 3 heures de temps. En ce moment, les candidats handicapés visuels attendent dans la salle d'examen, souvent stressés, fatigués. Comme si tout cela ne suffisait pas, après les épreuves, l'équipe de transcription est encore sollicitée pour la transcription de l'écriture braille en écriture noire. On nous remet les copies agrafées. Il n'y a plus d'en-tête et on traduit ce que l'élève a fait fidèlement sur la feuille d'examen, même avec les fautes. Quand nous terminons, nous remettons au chef là-bas ces copies et ils envoient les feuilles d'examen transcrites à la correction. Au regard du caractère particulier de ses membres, l'Union malienne des aveugles UMAV joue un rôle de premier ordre. Au-delà de la sélection de ses représentants, cette organisation intervient également dans la transcription des sujets. Hadji Bari, président de l'UMAV. C'est d'apprendre aux transcripteurs l'écriture braille d'abord. Et après, le rôle principal aussi, c'est de mettre les transcripteurs dans les conditions pour que ce travail puisse être fait correctement. La sélection se fait sur la base d'avoir une enquête de moralité et également c'est choisi parmi les enseignants que l'État nous envoie. Dans ce contexte, nos tentatives d'avoir la version du Centre national des examens et concours de l'éducation, CNCE, sont restées vaines. A noter que l'unité de reprographie de l'UMAV est la seule au Mali et ne contient que 4 machines au maximum. Pour remédier au problème des retards de certains sujets des non-voyants, nos interlocuteurs proposent que l'État dote la structure en équipement suffisant et forme les inspecteurs de l'éducation ou les agents du CNCE en braille. En attendant la prise en compte de leurs doléances, les élèves et étudiants non-voyants doivent prendre leur mal en patience. Nous sommes à présent dans la capsule sport et je reçois avec beaucoup de plaisir Fotigi Tunkara. Bonjour. Bonjour Moussa Papaïtra, bonjour à tous. Alors le week-end a été marqué par la deuxième journée des groupes des compétitions africaines de clubs. En Ligue des Champions, le Djoliba AC à domicile a été tenu en échec. Un but par 0 partout face à Pyramide FC d'Égypte. Oui, c'était au stade du 26 mars de Rimadio, c'est nul, blanc, score vierge, laissera certainement des regrets. Au Djoliba, à ce temps, il y avait de la place pour mieux faire et obtenir plus. Les Rouges qui ont certainement entamé ces matchs avec un petit complexe d'infériorité ont semblé jouer avec le nom d'une équipe pourtant bien prénable sans tenir compte de sa forme du jour. Avec ce nul 0-0 face à Pyramide FC d'Égypte, le Djoliba AC décroche ainsi son tout premier point dans le groupe D de la Ligue des champions d'Afrique de football. Ils ont certes réussi à sauver ces points, mais les Rouges, qui avaient donc déjà tablé sur une opération de 9 points à domicile, ont ainsi laissé filer 2 points. Tout en reconnaissant la valeur de l'adversaire, le coach du Djoliba AC, Demba Mamadou Traoré, déplore le manque d'expérience lié à la jeunesse de son équipe. Je vous propose de l'écouter au micro de Salfoué Drago. On est tombé sur une équipe avec beaucoup de joueurs qui dépassent la trentaine, c'est-à-dire qui ont beaucoup d'expérience, contrairement à notre jeune équipe où il y a un 25 ans, un 24 ans, tout le reste en dessous. Mais cela n'est pas une excuse pour nous. Je pense que l'essentiel, ça a été le contenu du jeu. Sur la dizaine d'occasions, je pense qu'il y avait 4 occasions dedans où il y avait duel à 2-1. Malheureusement, on ne l'a pas mis, mais ça fait partie du football. Donc, personnellement, je pense qu'on pouvait faire mieux. Mais là aussi, on le prend avec beaucoup de sérénité. Et on n'a pas été efficace. À nous de travailler pour l'être. Non, les joueurs qu'on a, je pense qu'une fois qu'on arrive à créer des occasions, ça veut dire qu'on peut marquer des buts. Voilà, des regrets donc du côté du Djoliba AC. Dans l'autre rencontre du groupe D, Sagrada Esperança d'Angola et l'Espérance sportive de Tunisie ont fait match nul 0-0 également, avec une victoire et un nul 4 points. Pyramide FC d'Égypte et l'Espérance sportive de Tunisie sont en tête du groupe, tandis que Sagrada Esperança d'Angola et le Djoliba AC du Mali traînent derrière avec un seul point chacun. Autre résultat de cette deuxième journée des groupes
de la Ligue des champions d'Afrique de football. Alali Dondurman a battu le TP Mazembe 2-1. Mouroudia Club d'Alger a dominé Young African de Tazan 2-0. Manima de la RDC et Raja de Casablanca ont fait match nul 1 but partout. Phare de Rabat et Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud ont également fait match nul 1 but partout. Orlando Pirates d'Afrique du Sud et le National Al-Ahly d'Égypte ont fait jeu égal 0-0. Le stade d'Abidjan a perdu contre le CR Belouizdad 1-0. En Coupe de la Confédération, le stade malien de Bamako en déplacement en Angola a décroché un but partout le club Deportivo Lundasoul. Oui, bonne opération du Stade Malien de Bamako en déplacement en Angola hier au compte de la deuxième journée du groupe B de la Coupe de la Confédération. Les Blancs de Bamako ont contraint au nul 1 but partout le club Deportivo Lundasoul sur ses propres installations. Pourtant, ce sont les Maliens qui avaient ouvert le score à la 69e minute de jeu par Siaka Diaby avant que les Angolais n'égalisent à la 74e minute par Daniel José Kilola Danison. Avec ces nuls à l'extérieur, les Blancs sauvent un précieux point. De quoi permettre à l'entraîneur du Stade Malien de Bamako de garder de bonnes impressions après les matchs. Je vous propose d'écouter Mamtoukane Mourlé que nous avons joint au téléphone après les matchs. Mes impressions sont très simples. Nous sommes déplacés pour chercher des points. Éventuellement, et le haut niveau, et ça ne pardonne pas. Je pense que les enfants ont fait un très bon match. Défensivement, ils étaient bien et physiquement, ils étaient prêts. Ça nous a manqué un peu de concentration. Là, on a encaissé un but et une situation standard. Vous savez, le football moderne, ça a beaucoup changé par rapport à la morphologie des joueurs. Donc, ils ont mis la charge sur nous parce qu'ils avaient des grands gabarits. Mes joueurs ont donné le maximum d'eux-mêmes. On a marqué un premier but. Ils ont égalisé. Mais je pense que le match nul, c'est bien également, on ne peut pas cracher sur ça. Il faut qu'on soit très concentré, très lucide devant les buts et soit prêt à l'avenir. Voilà l'entraîneur du Stade Malien de Bamako, Mamtoukane Mourlé, qui déplore également le manque de réalisme de son équipe. Alors, dans l'autre rencontre de ce groupe B, les Marocains de Renaissance Sportive de Berkane se sont imposés en déplacement devant les Sud-Africains de Stellenbosch par le score de 3-1. Avec ce succès, la Renaissance Sportive de Berkane s'empare de la tête de ce groupe B avec 6 points devant le Stade Malien de Bamako avec 4 points, CD Lundasoul le 3e avec 1 point et Stellenbosch d'Afrique du Sud 4e avec 0 point. Autre résultat de cette deuxième journée du groupe de la Coupe de la Confédération, Orapa United de Botswana et Asec Mimosa de Côte d'Ivoire se sont tenus en échec 0-0. Jaraf de Dakar et l'USM Alger ont fait match nul 0-0 également. Et Nemba Daba du Nigeria et Zamalek d'Égypte se sont également accrochés 2 buts partout. Black Bells du Mozambique et Al Masry d'Égypte se sont séparés sur une parité d'un but partout. CS Constantine d'Algérie a disposé du Simba SC de la Tanzanie 2-1. Bravos do Maki d'Angola s'est imposé devant les Sexfaciens par le score de 3-2. Ligue des champions d'Europe de football, la 6e journée du groupe commence demain mardi. Oui, 9 rencontres sont au programme de cette première partie de la 6e journée du groupe de la Ligue des champions d'Europe de football demain mardi. Le Dynamo Zagreb accueillera le Celtic Glasgow à 17h45 au même moment. Girona recevra Liverpool, le reste jouera à 20h. Il s'agit de Atalanta, Real Madrid, Red Bull Salzbourg, PSG, RB Leipzig, Aston Villa, Brest, PSV Eindhoven, Bayer Leverkusen, Inter Milan, Club Brugge, Sporting de Lisbonne, Shakhtar Donetsk et Bayern Munich. Après 5 journées disputées, les 8 places directement qualificatives pour les 8e de finale sont pour l'instant provisoirement occupées par respectivement Liverpool, l'Inter Milan, le Barça, Dortmund, Atalanta, Bayer Leverkusen, Arsenal et Monaco. 24e au classement général, le Real Madrid est le dernier club des 16 autres équipes qui doivent passer par le barrage des 16e de finale pour se qualifier. Juste derrière lui, à la 25e place au classement général, le PSG est le premier de classe donc des 12 autres clubs qui seront directement éliminés sur les 36 équipes en compétition. Tout est dit, Foutigui? Oui, apparemment l'essentiel est dit. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Pour cette note sportive qui referme d'ailleurs cette édition à 7h passées de 28 minutes. La présentation, c'était Moussa Papaïdara. Tout le plaisir était pour moi. Mise en onde bien assurée par Mamadou Bedialo. Mise en ligne Mohamed Koulibaly. Réalisation, coordination Ousmane Dao, que vous retrouvez d'ailleurs pour l'édition de 13h. Tout de suite, c'est la page météo. Fatim Dambélé sera là ensuite pour vos avis et communiquer. D'ici là, mesdames, messieurs, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, garde le sourire, quoi qu'il arrive. Joyeuse journée à tous sur le RTM.